and we go live. Bonjour à tous. Avant de commencer, je voudrais vous rappeler que nous disposons d'une interprétation anglais-français. Il vous suffit de cliquer sur l'option d'interprétation sur Zoom. Hello, everyone. Before we begin, I would like to remind you all that we have English-French interpretation. You only need to click the interpretation option here on Zoom. Bonjour à tous. Au nom de Columbia Global Freedom of Expression, je suis heureux de vous accueillir pour le deuxième webinaire de cette série dans le cadre du lancement de la version en langue française de la base de données mondiale de jurisprudence. Je suis Anderson Javier du Rocio de León, avocat dominicain spécialisé dans le droit international public et les droits de l'homme, et en ma qualité de conseiller juridique et de programme pour Columbia Global Freedom of Expression, j'ai le grand honneur d'ouvrir cet webinaire sur le droit à l'oubli que nous organisons en collaboration avec Article 19 Sénégal et avec le soutien des experts du panel. Il s'agit du 12e webinaire de 4 prévus dans cette série. Vous pouvez consulter l'agenda sur notre site web. Nous vous laisserons également un lien par chat et j'aimerais profiter de cette occasion pour vous inviter au prochain qui aura lieu le 25 mars et portera sur les discours de la haine. Columbia Global Freedom of Expression est une initiative de l'Université de Columbia créée en 2014 par Lizzie Bollinger, alors président de l'université, afin de promouvoir les normes internationales les plus élevées en matière de protection judiciaire de la liberté d'expression et de la liberté de la presse à l'échelle mondiale. Notre projet phare est la base de données mondiale sur la jurisprudence en matière de liberté d'expression qui héberge plus de 2200 analyses de cas en anglais de décisions judiciaires de 130 pays, y compris toute la jurisprudence relative à la liberté d'expression de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme. La version en français compte déjà plus de 100 cas, est entièrement consultable et contient des informations sur un large éventail de questions relatives à la liberté d'expression dans le monde. En plus, de nouveaux cas seront ajoutés chaque mois. La base de données contient également des traductions de 6 documents du recueil spécial sur des sujets tels que les coupures de l'accès à Internet en droit international, les discours de haine, les droits à l'oubli, ainsi que des cours régionales telles que la Cour interaméricaine, la Cour européenne et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ces documents du recueil spécial systématisent la jurisprudence de la base de données mondiale sur la liberté d'expression, offrant une perspective globale de certaines décisions juridiques les plus importantes adoptées par les tribunaux nationaux et internationaux sur des sujets pertinents concernant la liberté d'expression. La base de données en français et cette série de webinaires sont rendus possibles grâce au soutien du programme multidonneur de l'UNESCO sur la liberté d'expression et la sécurité des journalistes et de Surila Collaborative avec le financement du Center for Intellectual Property and Information Technology Law de l'Université de Strathmore, Nairobi, Kenya. Je tiens donc à les remercier chaleureusement pour leur soutien. Ce webinaire durera 1 heure. Il est ouvert au public et nous attendons des participants du monde entier. La conversation sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de Columbia Global Freedom of Expression et nous laisserons du temps à la fin pour que les participants puissent poser des questions ou faire part de leurs commentaires s'ils le souhaitent. Pour ce faire, veuillez utiliser l'outil de chat dans le Zoom et aussi à YouTube. Permettez-moi de réitérer ma chaleureuse bienvenue et de passer la parole à Maître Basile Ader, qui nous fera l'honneur de modérer ce panel. Merci et vous avez la parole, Maître Ader. Merci beaucoup, chers collègues, pour m'avoir invité à participer à cette rencontre sur une question de droit très importante en matière de liberté d'expression qui est le droit à l'oubli.
Alors, nous allons avoir deux orateurs qui vont expliquer quel est le droit applicable chacun dans leur pays. Tout d'abord, M. Ramiro Alvarez Ugarte, qui est vice-directeur du Centre d'études sur la liberté d'expression et l'accès à l'information en Argentine, et qui est l'auteur d'un document qui fait le point jurisprudentiel sur cette question qui s'appelle « Notre passé a-t-il un droit à l'oubli par Internet ?» Il aura la parole un peu moins de 20 minutes. Et ensuite, nous écouterons M. Frédéric Gras, qui est avocat au barreau de Paris, collaborateur de la revue Légipresse, dont j'ai oublié de dire que je suis le directeur de rédaction, et qui est un des plus grands spécialistes en droit de la presse à Paris. Voilà, je laisse à présent la parole à M. Alvarez Ugarte. Thank you, Basile. It's a pleasure to. Merci Gabriel, c'est mon plaisir d'être ici. Je suis très prochain au projet. Je suis proche au Colombia parce que je fais mon master, mon PhD là-bas. Et je suis partie de Global Freedom of Expression Project pendant très longtemps. C'est pour ça que quand Catalina m'a demandé il y a quelques semaines de participer au webinaire sur la violence en contre de journalistes, je fais ça. Mais je travaille aussi dans le document dont je vais parler aujourd'hui. Le droit à l'oubli, c'est très important. En fait, c'est relevant sur la liberté d'expression partout dans le monde. C'est pour ça qu'en Buenos Aires, on a étudié ça pour très longtemps. On a été le président du Conseil latino-américain, la Cour suprême de l'Argentine. Les documents dont je vais parler, c'est disponible sur le Global Freedom of Expression, la base de données. Et c'est en fait très global. Quand on m'a donné la tâche de prévoir le travail des collègues sur ces bases de données, j'étais surpris de voir tous les cas sur le droit à l'oubli là-bas. Alors, mon travail était de faire sens, surtout l'information, le mettre en contexte de comprendre d'où il vient, où il va, et les risques impliqués sur la reconnaissance de le droit à l'oubli pour la liberté d'expression. La première chose que je vais dire, c'est que le droit à l'oubli est quelque chose qui vient de l'Internet. C'est un fils de l'Internet. Il a émergé de l'Internet parce que ça vient de ces contextes et la technologie. La technologie qui fait un changement sur la façon dont on a accès à l'information vient avec ses problèmes. Dans ces cas, il faut se déménager avec la permanence de l'information sur l'Internet. C'est un problème nouveau. Alors, on a trop de documents qui parlent de ces thèmes. Le thème de la permanence, c'est quelque chose qui vient avec l'Internet. Avant l'Internet, l'information restait sur le livre, sur les papiers. L'accès était difficile. Il fallait aller à la librairie, chercher sur les livres, mais ce n'est pas le cas maintenant. L'information est disponible. Et c'est permanent. Dans quelque façon, c'est permanent, c'est partout. Alors, c'est un nouvel problème. Partout dans le monde, on voit que, spécialement
après de ces cas qui étaient les premières sur le droit à l'oubli, on voit deux problèmes dans le même temps. D'une part, il y a un cas fort sur le droit à l'oubli. On dit qu'il y a un droit à être oublié dans notre monde social. On a le droit à être oublié si on a fait quelque chose de mauvais, mais on veut être oublié si on a fait quelque chose de mauvais. Mais si on a fait quelque chose de bon, on ne veut pas être oublié. Alors, c'est un droit difficile à dessiner. Alors, il y a la besoin de parler sur la permanence de l'information sur Internet. Il faut chercher des remèdes. Alors, on s'approche. Alors, si on parle de droit à l'oubli, on parle de l'indexation. En termes de... C'est fort. On parle de ces... Il y a différentes mesures qui sont importantes. Le rapport fait dans le base de données de Global Freedom of Expression, on analyse tous les cas qui ont été documentés sur la base de données sur le droit à l'oubli. On dirait que le document identifie quelques défis sur le droit à être oublié, comme c'est reconnu par les cours partout. Généralement, le droit à l'oubli, comme c'est reconnu par les cours autour du monde. A une base fondamentale. En général, on dit que les lois qui gouvernent notre vie et notre communauté ont été passées sans le droit à être oublié, sans le droit à l'oubli. Mais ce droit a émergé après comme un médicament. C'est un droit qui était reconnu par les cours et pas par le document originalement de droit de l'homme. Alors, première fois qu'il faut faire, c'est reconnaître les limites de ces droits qui n'étaient pas reconnus dans la loi. Et c'est le premier défi. C'est dans la jurisprudence, mais pas la loi. Il y a trop de cours qui ont considéré le droit à l'oubli, pas tout, mais plusieurs de ces cours ont reconnu ce droit sur des schèmes. Ils ont reconnu ces droits comme quelque chose qui évolue, le droit à contrôler les données personnelles, le droit à la privacité, quelques protections des données. Mais ce n'est pas la meilleure forme de l'effet de protection des données, utiliser la base de protection des données pour parler de droit à être oublié, de droit à l'oubli. Parce que le loi de protection des données sont pas si profondes sur le droit à l'oubli. Elles couvrent des autres matières et ces lois et ces régimes n'incluent pas des patrons structurés ou considérations de l'entrée de la liberté d'expression. Et c'est un problème, ça. Mais parce qu'il vient de cours et pas de la législation
les cours cherchent ces remèdes de parler de la protection des données et pas de droit à l'oubli. Il y a un autre problème que je vois, c'est que parce que ce n'était pas régulé par les lois, il y a une litigation contre la participation publique. Ce n'était pas le cas quand il y a un cas légitime sur le droit à l'oubli, mais dans d'autres pays, en Argentine, le Colombien, on a vu que c'était invoqué le droit à l'oubli dans une façon qui était très similaire à la protection de données, que ce n'est pas le droit à l'information, mais créé sur la litigation en nouveau droit. C'est le troisième défi que je vais mentionner. Le droit à la liberté de la presse. Les compagnies médias, le journal, les principaux qui ont été les principaux parts dans le droit à l'oubli. Dans quelques cas, on voit une analyse importante et c'est considérant où les corps doivent considérer la disponibilité des remèdes moins graves que le droit à être oublié, que le droit à l'oubli. Il y a quelques remèdes qui sont moins punitifs moins punitifs sur la liberté d'expression. C'est pour ça que les corps n'ont pas été très amicables sur le droit à l'oubli, sauf dans les cas d'abus de droits de l'homme, parce qu'il couvre le droit à la mémoire et le droit à la liberté d'expression. Alors, c'est pas si amicable sur le droit à être oublié quand il y a aussi le droit à la mémoire. C'est pour ça qu'on voit sur le Cour d'Europe qui sont plus amicables le droit à l'oubli que les cours assis et les cours en Amérique. Mais on peut voir qu'il y a précédents qui sont très importants, qui sont la base et sont égales dans tous les cas. On a vu quelques cas en Amérique latine dont il y a des cours qui font un jugement et l'autre fait le jugement contraire. Alors, en Amérique latine, ce n'est pas si développé. On voit que c'est un pas qu'il y a trois dimensions importantes depuis la vue de la liberté d'expression partout dans le monde. La première, c'est que le droit à l'oubli a contribué fortement à contrôler les compagnies intermédiaires sur l'Internet. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle on a le droit à l'oubli, mais c'est la première raison. Secondement, c'est pour les publicitaires, pour la publicité dans les journaux et compagnies médias. Et la troisième chose sur le droit à l'oubli, la troisième dimension, c'est une bataille dans la juridiction de l'Internet. Qui a la juridiction sur l'Internet? Ça a passé pendant très longtemps et passe aussi avec le droit à l'oubli.
Je vais fermer avec le suivant, qui c'est les plaindre des privacités sur le droit à l'oubli sont importants, mais on avoue quelques cas dont on a des exercices entre le droit à l'oubli et le droit à la liberté d'expression. Ça doit être examiné cas pas en général, mais sur chaque cas. Quelques cours ont été très bons à faire ça, à faire l'examination de chaque cas de manière individuelle. C'était parlé par quelques cours. Il y a en Europe les meilleurs cas. Mais ce qui est plus difficile est que le corps trouve les balances entre l'intérêt public et la liberté d'expression et le droit à l'oubli. C'est risqué le point de vue de la liberté d'expression, mais c'est pour ça que les plaintes de droit à l'oubli doivent être plus étreintes et plus restrictives. C'est pour ça que les mesures qu'on a discutées avant, comme la liberté dans l'information, faire un lien entre quelques noms et quelques pièces d'information, c'est quelque chose qui doit être décidé par les cours. Et c'est pour ça que je pense que globalement, on va faire les mouvements. On va faire les mouvements, faire l'évaluation sur chaque cas. Mais ces documents là-bas que j'ai fait à moins d'un an, on sait que ça va se développer. Les droits à être publiés sur le base de données n'est pas inclus sur le document, mais je pense que ça va être plus examiné, plus étudié. Il faut faire plus de traits, les mesures, les alternatives, trouver les balances entre le droit à être oublié, le droit à l'oubli et le droit à la liberté d'expression. Mille merci. Merci beaucoup, Ramiro, c'était très clair. Je pense que les problématiques argentines sont très proches des problématiques que nous rencontrons en droit français, mais cela, Monsieur Frédéric Gras va nous l'expliquer maintenant. Merci, Basile. Ce que l'on peut dire en ce qui concerne l'anonymisation des décisions de justice, c'est que le principe de publicité de la justice et le principe d'exemplarité de la peine a toujours été prévalent en droit, en tout cas en droit français. Et à ce point que dans une décision de la Cour d'appel de Paris de 2014, il était dit, je cite, le droit à l'oubli n'a aucune reconnaissance légale et ne saurait prévaloir sur le droit du public à l'information exhaustive et objective. Et on retrouve un tel principe également dans un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 28 juin 2018, où il a été considéré qu'il n'y avait pas lieu d'anonymiser des articles qui étaient en ligne. Précisément parce que les juges, à l'unanimité, avaient considéré que la presse n'était pas concernée par de telles mesures, spécifiquement au regard de l'attitude des requérants, ce qui n'a pas été la solution retenue récemment par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme, qui, dans un arrêt qui, lui, n'est pas à l'unanimité, puisque nous sommes à 12 voix contre 5, eh bien, a considéré qu'il y avait un droit à l'oubli pour un médecin qui avait commis un accident de voiture 20 ans auparavant. Et j'invite sur ce point les lecteurs à lire
particulièrement l'opinion dissidente ainsi que l'opinion concordante, d'abord parce qu'elles sont plus courtes et d'autre part parce qu'elles sont très bien étayées. Alors, quelles sont les causes de l'anonymisation des décisions de justice en France? Quelles sont les interrogations qu'elles portent? Et puis, quelle est la pratique des juridictions? Alors, en ce qui concerne la cause, eh bien, la cause, c'est tout d'abord la doctrine de ce que l'on appelle en France la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui est une autorité administrative indépendante, ce qui est une notion assez particulière, et qui, dès les années 80, considérait que les bases de données de jurisprudence étaient des fichiers de renseignement et qu'en conséquence, il fallait être particulièrement vigilant à leur égard. Mais elle considérait dans les années 80 que ces bases de données juridiques étaient essentiellement consultées par des juristes et que donc il n'y avait pas de grands problèmes. Le problème est né, comme l'a rappelé notre intervenant précédent, par Internet, qui a rendu accessible à l'ensemble du public ces données. Et à partir de là, nous avons eu une délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés le 29 novembre 2001, délibération par laquelle il a été considéré qu'il y avait un indispensable droit à l'oubli, et ceci au bénéfice des personnes physiques citées dans les décisions de justice. Et donc, la Commission nationale de l'informatique et des libertés recommandait l'anonymat pour les parties, pour les témoins, mais pas pour les magistrats, parce qu'on considérait que les magistrats devaient apparaître dans la décision et prendre la responsabilité de leur décision. On retrouve cette analyse de la Commission nationale informatique et des libertés dans la loi, la première loi sur le sujet, qui est la loi du 7 octobre 2016 pour une république numérique, où on va essayer de concilier la publicité de la justice avec le droit à la vie privée. Et donc, il sera prévu que la mise à disposition des décisions de justice du point de vue numérique doit faire l'objet d'une analyse du risque de réidentification des personnes. Ça, c'est la première étape en 2016. La deuxième étape, c'est une loi du 23 mars 2019 qui va instaurer un article qui est l'article 111.13 du Code de l'organisation judiciaire, où là, on va nous dire que le nom et le prénom des personnes physiques doivent être supprimés, les parties au procès, mais également les tiers au procès qui sont cités dans la décision. On peut également supprimer le nom des magistrats, le nom des greffiers et le nom des tiers s'il y a un risque d'atteinte à la sécurité ou à la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. Et puis, il y a également dans cette loi de 2019 une interdiction de la justice prédictive en utilisant le nom des magistrats et le nom des greffiers pour essayer de compiler les décisions et de savoir ce qu'ils sont susceptibles de décider. Autre étape importante, c'est une décision du Conseil d'État qui est une décision du 19 août 2022 où le Conseil d'État, qui avait été saisi sur la base des dispositions réglementaires prises en application de la loi de 2019, ce Conseil d'État a affirmé que l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne consacre nullement un droit à la publicité des décisions de justice pour les tiers. Et il considère qu'il y a une occultation qui est conforme à la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, le Conseil d'État, en 2022, pose un principe clair qui est que la publicité des débats en justice ne correspond pas à la publicité des décisions et n'implique pas la publicité des décisions. Donc, publicité des débats n'est pas publicité des décisions. Sur ce, la Cour de cassation, elle, dans une décision, enfin dans une dépêche du 3 novembre 2023, va poursuivre ce mouvement d'anonymisation et va recommander des occultations complémentaires à la loi par type de contentieux
après mise en balance des risques d'atteinte à la vie privée avec la nécessaire intelligibilité des décisions de justice. Car la doctrine, les professeurs d'université, les avocats se plaignent souvent de ce que les décisions sont difficilement compréhensibles dès lors que l'on a anonymisé les parties. Alors, que peut-on faire comme observation et quelles sont les interrogations que pose cette anonymisation des décisions de justice? La première question qui se pose, c'est de savoir ce qu'il en est du principe selon lequel la justice est rendue au nom du peuple français. La justice est rendue au nom du peuple français, mais finalement, par l'anonymisation, le peuple français n'a plus accès aux décisions, en tout cas au nom des parties ayant saisi la justice, et ce, alors même que la justice a été saisie au nom précisément du peuple et dans le cadre d'une publicité des débats de justice. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est de savoir si la saisine de la justice et le procès public qui en résulte relève de la vie privée. Est-ce que c'est un élément de la vie privée que d'aller en justice? Puis le troisième point qui est d'importance également, c'est de savoir comment l'on appréhende ce droit à la vie privée. On a vu que la Commission nationale de l'informatique et des libertés dit qu'il faut faire prévaloir le droit à la vie privée. Mais ce droit à la vie privée, c'est un droit de la personnalité. C'est un droit personnel et donc cela pose la question de savoir comment l'État peut-il s'emparer de ce droit à la vie privée et préjuger de son exercice par l'occultation des noms des parties dans les décisions de justice. Puisqu'on peut très bien imaginer que certaines parties ont au contraire le souhait de voir leur nom associé à la décision de justice. Enfin, dernier point, dernière interrogation, c'est que le droit à la vie privée n'est pas un droit absolu et il doit être concilié avec le droit à l'information et également avec les questions de débat d'intérêt général, ce qui a pu être relevé par la Cour européenne des droits de l'homme, par la Cour de cassation en France et également par le Conseil constitutionnel qui a notamment considéré que les dispositions de la grande loi sur la presse, qui est la loi de 1881, notamment son article 35 qui visait les condamnations amnistiées et les faits de plus de 10 ans comme ne pouvant pas être révélés par la presse, eh bien, ce Conseil constitutionnel a considéré que de telles dispositions étaient inconstitutionnelles et devaient donc être abrogées. Enfin, un dernier point, l'article 85 du RGPD, du Règlement européen sur la protection des données, prévoit lui-même que les données à caractère personnel ne donnent pas un droit personnel sur les données et que les journalistes ont le droit de relater un certain nombre d'informations, quand bien même ces informations font appel à des données personnelles. Donc, on voit bien qu'il y a un arbitrage qui doit s'opérer entre le droit à la vie privée et le droit à l'information, et que l'arbitrage qui a été fait par la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut poser question sur un certain nombre de points. Alors, voyons ce qu'il en est des applications. Et les applications de l'anonymisation des décisions de justice posent un certain nombre de questions. D'abord parce que l'anonymisation, il faut le savoir, est réalisée par un logiciel de pseudonymisation et que ce logiciel de pseudonymisation des décisions de justice repose sur l'usage de l'intelligence artificielle. Et lorsque l'on parle d'intelligence artificielle dans l'anonymisation, c'est surtout le dernier terme qu'il convient de retenir. Je vous donne un exemple. Nous avons eu récemment un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 5 octobre 2023 qui concernait un homme politique qui est M. Éric Zemmour. Et on a anonymisé son nom, mais on a également anonymisé les noms des personnes qu'il citait et qui pourtant étaient des personnages historiques, puisque c'était un propos d'Éric Zemmour concernant la Seconde Guerre mondiale et l'attitude qu'avait pu avoir le maréchal Pétain pendant la Seconde Guerre mondiale vis-à-vis des Juifs. Et
Éric Zemmour soutenait que le maréchal Pétain avait protégé les Juifs. Sur ce, il est poursuivi pour contestation de crimes contre l'humanité, et l'arrêt qui est rendu par la Cour de cassation vient anonymiser non seulement le nom d'Éric Zemmour, mais également le nom du maréchal Pétain. Et donc là, on voit bien que l'anonymisation des décisions de justice ne facilite en aucun cas l'information des lecteurs et ne facilite pas non plus l'intelligibilité des décisions rendues par la Cour de cassation et également je dirais leur publicité et leur exemplarité, puisque comment peut-on prétendre à l'exemplarité si on supprime le nom de la personne qui est condamnée? C'est un principe d'exemplarité de la sanction pénale qui est pour le moins surprenant. La surprise est également dans d'autres décisions qui n'ont rien à voir avec le contexte médiatique. J'ai pris un exemple qui est un exemple en droit de la sécurité sociale. Donc, vous voyez que le droit de la protection sociale, on peut se dire qu'a priori, ça ne concerne pas trop l'atteinte à la vie privée. Et pourtant, dans un certain nombre de décisions, on a supprimé non seulement le nom des personnes physiques, mais également le nom des personnes morales, c'est-à-dire des sociétés qui étaient concernées par un redressement en matière de cotisation sociale. Et ceci au nom du fait que la société portait un nom patronymique qui était le nom des anciens dirigeants. Et donc, on se retrouve à appliquer un principe de risque de réidentification, et donc on supprime le nom de la personne morale. On supprime également l'adresse de la personne morale, et on supprime également la localité du siège de la société. Donc, on voit bien que petit à petit, tout a vocation à être anonymisé dans les décisions de justice, et on en arrive même, puisque c'est une dépêche du 6 novembre 2023 du premier président de la Cour de cassation, à considérer qu'il y aurait lieu, ce qui n'avait pas été proposé par la Commission nationale informatique et des libertés, de supprimer le nom des personnes morales dans ce qui concerne le droit patrimonial de la famille. Donc on voit qu'on supprime le nom des témoins, on supprime le nom des parties, on supprime le nom des personnes morales, on supprime également, et là on arrive, je crois, au nerf de la guerre, on peut même également arriver à supprimer des motifs de la décision. Et ceci étant prévu par des dispositions réglementaires, et plus précisément par l'article R111 du Code de l'organisation judiciaire. Donc on voit bien que la tendance, enfin plutôt la porte que l'on a ouverte à l'anonymisation a tendance à rester de plus en plus ouverte, et cela présente à mon sens un certain risque, notamment du point de vue des archives judiciaires et du point de vue de l'intelligibilité et de l'accessibilité des décisions de justice. Sur ce point, il y a eu notamment une critique assez importante, à savoir de professeurs d'université qui, en la personne notamment de Pierre-Yves Gauthier et de Nathalie Blanc, qui sont tous deux professeurs à l'Université de Paris, ont relevé que on enlevait par là même à la décision, en l'anonymisant, son identité. Or, enlever l'identité à la décision, c'est finalement problématique, puisque le droit prétorien, le droit jurisprudentiel, vient résoudre des procès et non légiférer. Donc, anonymiser la décision, c'est lui donner une apparence de caractère général, puisque la personne disparaît, les parties au procès disparaissent, et ce caractère général n'est pas dans la nature de la décision de justice, puisqu'il y a une décision de justice, et sur ce point, la Cour européenne des droits de l'homme, et notamment l'opinion concordante d'un des juges dans l'affaire Urbain de juillet 2023, l'affaire de la Grande Chambre du 23 juillet 2023, eh bien, a bien précisé que les décisions de justice sont toujours des décisions d'espèce, et qu'il faut prendre garde à ne pas tirer des principes généraux d'une décision qui doit toujours être placée dans son contexte. Mais on aura d'autant plus de mal à la replacer dans son contexte que l'on aura supprimé tous les noms de personnes physiques, voire les noms de personnes morales, voire les motifs. Et donc, on peut penser, et j'en aurais terminé,
que en anonymisant les décisions de justice, non seulement on enlève à la décision son identité, mais on peut même aboutir à une sorte de confusion entre un pouvoir législatif et réglementaire et une autorité judiciaire qui n'est là que pour décliner la loi. Comme on le disait au XIXe siècle, le juge est la bouche de la loi, ça n'est pas la bouche du législateur ni du pouvoir réglementaire, et c'est la raison pour laquelle on peut avoir quelques interrogations sur cette pratique d'anonymisation des décisions de justice dont on a l'impression qu'elle est de plus en plus importante. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Merci beaucoup. Merci, cher Frédéric. Bon, c'était sur le sujet de l'anonymisation qui n'est pas la seule préoccupation en droit français sur le terrain du droit à l'oubli et de la liberté d'expression, parce que la question, c'est de savoir si il y a un intérêt général qui reste attaché à une information ancienne, et en reconnaissant un droit à l'oubli, est-ce que on ne permet pas de réécrire, en tout cas, de nier l'histoire? Et c'est ça qui fondamentalement est en cause. Mais alors sans doute que les gens qui nous écoutent ont des questions à poser à nos deux intervenants. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite poser une question? Il faudrait qu'il lève la main. La pose. Yes. On peut l'écrire sur le chat. Si quelqu'un sur le public a une question, il faut l'écrire sur le chat. Merci. Ok. Bon, alors je vais poser la première question à Monsieur Alvarez Ugarte. Est-ce que les juridictions, à votre connaissance, hispanophones, quoi, espagnoles ou argentines, ont posé également des règles très strictes sur l'anonymisation des décisions de justice? You have the same problem in Spain or in Argentina? Thank you, Wazir. Merci, Vassi. À mon avis, l'Amérique latine, en général, l'anonymisation est très restreinte. Il n'y a que des cas de droit de famille dont les enfants sont envolés. Il y a des autres cas dont l'information sur les victimes de certains crimes est anonymisée. Mais après ça, l'anonymisation n'est pas une politique standard. Quelquefois, ça se fait manuellement, pas automatiquement ou par un logiciel. Parfois, on utilise les initiales de noms, ce qui ne marche pas pour cacher les informations des gens envolées dans les cas. Je me rappelle d'un cas, il y a quelques années, dans lequel le nom était MA2I, qui était un cas sur Diego Maradona. On pouvait voir qu'il s'agissait de Maradona. C'est ça l'anonymisation que je vue dans l'Amérique latine. Mais probablement, l'une des raisons qu'on explique la limitation ou les traits qui sont les décisions. Alors, ce qu'on fait est que la version en papier, c'est ça qui est téléchargé sur l'Internet et pas une version électronique. Alors, on ne peut pas faire un processus automatique, on le fait manuellement. Merci beaucoup. Frédéric Gras, qu'est-ce que vous pouvez dire sur
la position de la jurisprudence de la communauté européenne, car la Cour de justice s'est prononcée sur ces questions pour tenter d'uniformiser la position du droit à l'oubli au regard de la liberté d'expression, non plus de l'anonymisation simplement des décisions de justice, mais plus largement, quelle est la distinction qu'elle fait entre, par exemple, les personnalités publiques et les personnes qui méritent qui ne méritent pas d'avoir la postérité et peuvent réclamer un droit à l'oubli. Mhm. Ben, il y a déjà deux tendances. Il y a la tendance Cour de justice de l'Union européenne euh, qui dit il faut qu'il y ait une désindexation, il y a une possibilité de désindexation, mais on parle de désindexation et on ne parle pas d'effacement des données auprès de la base de données initiale et auprès C'est vrai. de l'éditeur. Et donc ça, je pense que c'est très important parce que ça revient à dire que l'on peut finalement effacer le chemin qui mène à la bibliothèque, mais on ne touche pas à la bibliothèque et on ne va pas arracher les pages des livres dans la bibliothèque, pour reprendre une image que l'on comprend bien. Et donc, Oui, on euh, ferme quand même la porte de la bibliothèque assez sérieusement. disons qu'on on efface les panneaux. Mais au moins, pour celui qui sait où est la bibliothèque, il peut trouver l'information. La solution qui a été rendue récemment par la Cour européenne des droits de l'homme, elle, est plus discutable. Et d'ailleurs, elle a été discutée, et c'est le grand mérite, je pense, de la Cour européenne des droits de l'homme que de publier des opinions dissidentes, et même des opinions concordantes qui apportent un éclairage distinct sur la décision. Là, dans la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, mais qui là encore est un cas d'espèce, hein, et l'opinion concordante le rappelle bien, on nous a dit que là, on pouvait anonymiser un article publié licitement par un titre de presse 20 ans auparavant, au prétexte que la personne qui était citée était médecin et que donc ça lui créait un préjudice dans l'exercice de son activité que de voir son nom associé à un événement qui s'était produit 20 ans auparavant. Et là, dans ce cas d'espèce, et précisément au regard de ce cas d'espèce, les juges européens, dans leur majorité, parce que ce n'est pas une décision unanime, ont considéré qu'on pouvait anonymiser la décision. C'est-à-dire qu'on ne venait pas supprimer l'article, mais on venait simplement mettre un X à la place du nom de la personne. Et ils ont considéré que dans ce cadre-là, il n'y avait pas de violation de l'article 10. Et d'ailleurs, cet article-là, il nous permet de revenir à l'anonymisation des décisions de justice parce que les seuls qui n'ont pas droit à l'anonymisation des décisions de justice, c'est les avocats. Et donc, on pourrait imaginer qu'un avocat qui n'est pas satisfait d'une décision de justice qui ne le flatte pas pourrait parfaitement, au regard de cette jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, dire, eh bien moi, je demande à ce que mon nom soit également effacé et que je subisse le même sort que les parties et que j'ai le droit également à l'oubli d'une décision qui ne m'est pas favorable. Oui, sauf que on met les noms des avocats, mais s'il n'y a plus le nom des parties, on ne sait plus pour qui étaient les avocats. Donc, il peut être En même considéré temps, comme celui qui a quelquefois, gagné. En même temps, quelquefois, on arrive à le retrouver précisément dans certaines décisions. On va anonymiser le lieu de la société, mais on ne va pas anonymiser le nom du barreau auquel est rattaché l'avocat. Et donc, ça permet de retrouver la ville, puisque souvent la ville correspond à la ville de la partie. Donc, on voit bien que ce système d'anonymisation qui a été automatisé par un système de pseudonymisation n'est pas nécessairement satisfaisant dans sa totalité. Et il n'y a toujours pas de questions de la part de nos auditeurs. Je ne vois rien dans le chat. Et nous avons une trentaine de personnes qui écoutent. Euh, je voulais demander à Ramiro Alvarez Ugarte si euh, aujourd'hui le droit à l'oubli est rentré un peu euh, dans les consciences des justiciables. Est-ce qu'ils le revendiquent comme un droit naturel, comme par exemple aujourd'hui les gens demandent une protection de leurs données personnelles ou de leur vie privée ou de leur droit à l'image.
Est-ce que ça reste pas encore assez confidentiel et les gens ignorent qu'ils peuvent demander l'effacement, en tout cas la désindexation des informations les concernant toujours accessibles sur les moteurs de recherche? Did you understand? C'est une très bonne question et c'est important. Ça dépend sur la théorie de droit qu'on cherche, mais je dirais que d'un point de vue strict, ce droit a émergé réellement sur les jugements et c'était planté pour les gens qui ont senti que ces droits ont été vulnérés. Parfois, ça vient de... C'est, par contre, c'est la façon normale de la création de droits. Le droit vient de la gens, pas naturellement. Quelque chose se passe, après, il y a un droit qui est reconnu. Parfois, c'est amical, parfois, c'est pas si amical. Mais je ne serais pas surpris si un droit autonome, un droit à l'oubli, soit reconnu. Pas seulement sur le droit de la vie privée, sur le droit de la vie privée et le droit à l'indexation, mais comme un droit. Sur le monde maintenant, c'est très différent à le monde il y a 40 ans. L'Internet a changé trop de choses. Et les effets que ça a, il faut que la loi se rende compte des effets que l'Internet a, eux, sur la vie de les gens, sur quelques circonstances. C'est reconnu pour le cours et la législation, mais comme un droit qui a un lien avec le droit à l'information. Il faut laisser, s'il doit être laissé à l'appréciation au cas par cas par les juges. Je crois que les législateurs doivent reconnaître les conditions sur lesquelles l'indexation doit se passer. Mais en Amérique latine, bien qu'on a des droits constitutionnels qui sont inspirés par les États-Unis, le droit civil ont été inspirés par la législation française. Alors, on croit que les législateurs sont représentants de les gens. Alors, je pense que oui, il faut que le législateur se mette. Mais quand le cours décide cas sur cas, chacun, si le cours font ça, il faut que le législateur se mette au jour quand on voit que c'est très commun. De données personnelles, hein, personal data, une exception dans la loi pour les informations de nature journalistique. Donc, il y a une exception qui fait que les journaux peuvent donner le nom des gens dès lors que c'est justifié par l'actualité. Est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir, s'il y a une loi sur le droit à l'oubli, une exception pour les informations journalistes? Yeah.
I would Je dirais que oui. Mon intuition, c'est que l'indexation, quand il s'agit des compagnies de médias, journaux, journalistes, ça doit être très limité au cas dont l'information n'est pas relevante ou l'impact de la disponibilité de l'information est minime. Et je pense que la forme de trouver la question en utilité qui est plus relevante. C'est pas de point de vue de journaliste, mais de point de vue de quel type d'information est partagée là. Si l'information sur une personne publique, un politicien ou quelqu'un qui est part des débats publics, cette information doit être exceptionnelle. Si la personne qui va avoir accès à l'information, c'est un journaliste, c'est un journal, il faut qu'ils aient l'accès à cette information. Sinon, on coupe le droit de journaliste, le droit de journal. Oui, il y a une perception. Dès qu'il y a un journaliste, ça se normalise pour tout le monde. Je peux simplement dire que c'est quand même un droit nouveau et que vous avez raison de vous y intéresser parce que il va, à mon avis, continuer de s'affirmer et de se préciser. Merci, Maître Donc, bravo Albert. pour votre choix de sujet. Merci, merci d'être là et de nous soutenir. Merci, Maître Gras et Professeur Alvarez Ugarte pour leurs précieuses contributions, ainsi qu'aux participants pour leurs questions et bien sûr pour leur engagement. N'oubliez pas que la vidéo en streaming sera publiée sur la compte de YouTube du Columbia Global Freedom of Expression en anglais et en français. Je vous invite à participer au prochain webinaire de la série, le 3e, le 25 mars sur le discours de haine et le 4e, le 2 avril, sur la liberté d'expression dans le système africain des droits de l'homme. Nous avons partagé déjà un lien vers l'agenda complète dans le chat Zoom. Enfin, je vous invite également à nous envoyer vos contributions à la base de données ou tout type de commentaires qui les seront bienvenus. Vous pouvez les faire via notre site web. Merci et au revoir. C'était un plaisir. Bye bye. Au revoir. Thank you. Merci.